Donc on réattaque aujourd'hui la suite du séminaire Design with Care qu'on a conçu avec Cynthia Fleury à partir de l'année dernière. On va vous faire un petit cours qui va permettre de donner un peu de perspective à ce qu'on va chercher cette année. Et notamment au regard de ce qu'on a appris l'année dernière sur les cours qu'on a pu faire ici, mais aussi sur les projets qu'on mène par ailleurs. Donc on a appelé ça régulation démocratique, mais je pense que ça va être un petit peu plus large que ça. On va parler de régulation effectivement. Ce qu'on voulait juste remettre en tête, c'est que l'année dernière finalement on a essayé sur notre chemin de réflexion d'aborder des points un petit peu clés sur cette idée de Design with Care, de voir comment ce care pouvait s'impliquer dans différentes données ou différentes hypothèses ou différentes pratiques du design. On l'a fait notamment en faisant une historiographie sur 3 séances. On l'a fait avec Jacques Barzac qui nous a parlé de Charlotte Perriand, qui a été une des designers qui a traversé le siècle dernier. Il y a une exposition actuellement dans un grand lieu culturel qu'on appellera privé. Il y avait aussi la problématique du design with care dans les imaginaires avec Nicolas Nova, le design with care et les politiques publiques avec Stéphane Vincent qui est un des fondateurs de la 27e région, donc voir comment le design arrive à s'impliquer dans des situations de conception politique ou publique. Isaac Getz nous a éclairé sur d'éventuels business models autour du design with care. Anthony Mazur sur la problématique liée au digital, aussi une approche qui a été assez intéressante, et Marion Valère sur les liens avec le milieu naturel et notamment sur les liens avec la restauration dans le sens de ce qui a été endommagé en termes de milieu naturel. Alors, en complément de ça, nous, on continue de travailler sur un certain nombre de projets. Ces projets, ils nous aident à la fois à voir si ce qu'on essaye de théoriser va avec la pratique. Donc on travaille sur les urgences à l'hôpital avec le CNSA et notamment l'hôpital Pompidou. On a un projet aussi au Mali sur la problématique du diabète. On a une exposition qui est en conception pour la métropole de Lille qui sera capitale mondiale du design en 2020. Une réflexion et des prototypes en cours sur le problème de la contention dans la psychiatrie et un grand festival qu'on a appelé le Banca Sismique, qu'on a aussi monté ensemble, qui a eu lieu dans la Creuse cet été, dont on a aussi tiré pas mal de choses. Juste dire que ça peut s'ouvrir en janvier. Oui, juste dire que sur la question des POC, il y a toujours une possibilité, vous savez, d'ouverture. On choisit la géométrie et la possibilité, donc on va poker de façon fermée avant la fin de l'année, mais les POC seront ouverts, et notamment en janvier, pour ceux qui sont intéressés. Ils seront accessibles à ceux qui veulent tester avec nous ce qu'on va tester précisément comme prototype à GPE. Donc vous regarderez les dates simplement sur le site pour ceux qui sont intéressés. Donc les POC, c'est les expérimentations in situ qui vont nous permettre de tester les hypothèses qu'on a en termes de nouveaux usages et qui vont avoir lieu probablement notamment à l'hôpital Pompidou et probablement dans d'autres hôpitaux, je crois à Guéret. Donc on retourne dans la Creuse qui est un de notre points fixes aussi. Alors cette année, on va aborder les choses un petit peu différemment, plutôt par grandes thématiques. Donc on va faire des grandes thématiques par trimestre. Ce premier trimestre, on va faire une thématique autour de la régulation démocratique. Le deuxième trimestre, on va plutôt se pencher sur le lien de cette problématique avec les milieux naturels, qui est quand même un problème un peu criant par rapport à ce qu'on essaye d'écrire. Et le dernier trimestre, on va retourner à la transformation économique. Quand je dis retourner, c'est que je pense que c'est un peu un de nos points morts aujourd'hui. C'est-à-dire il faut absolument qu'on arrive à creuser ça pour voir comment avancer sur cette problématique du care dans des situations économiques aujourd'hui très écrites, très 20e siècle, on va dire. Donc les prochains cours, le lien avec les communautés du vivant au centre, probablement plutôt avec une anthropologue,
Et ensuite, on parlera usage et présentation de la donnée démocratique, et puis un cours sur reconcevoir les territoires, et notamment sur la problématique de la conciliation entre des territoires qu'on peut estimer opposés, urbains et rural, par exemple. Alors, pour rentrer dans le cœur du cours d'aujourd'hui, on va aborder les choses de cette manière-là. On va essayer de se repencher sur la partie historiographique, naissance du design, etc., et de voir finalement est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires qu'on peut amener si on regarde cette historiographie sous l'angle de la régulation démocratique. La deuxième partie va être notamment pas mal appuyée sur un texte que tous les deux on apprécie beaucoup, qui est un texte de Deleuze et qui parle du mot d'ordre et du mot de passe, c'est-à-dire vraiment d'une transition de société qui est extrêmement importante dans laquelle on se retrouve avec ce design whisker. La troisième partie fera l'état un peu de la limite qu'on a aujourd'hui sur les outils, les imaginaires, etc. en termes de design. Et puis la quatrième partie sera notre ouverture sur la façon dont on pourra aller vers de nouvelles régulations, comment on peut les écrire, comment on peut les dessiner, leur donner un dessin, les designer, pour une conclusion qui pose un petit peu, j'allais dire, l'ambition du concept qu'on veut écrire ensemble. Alors, naissance du design et régulation démocratique. Je ne sais pas si pour ceux qui ont participé ou qui ont vu les vidéos, l'année dernière on s'était questionné sur la bonne date de naissance du design. On avait évoqué des dates qui ne sont pas de notre invention, mais qui sont plutôt ce qui est communément rappelé comme type de date, donc la Renaissance, avec l'arrivée du design, puisque l'arrivée de la séparation de la création et de la réalisation, donc une arrivée un petit peu rationnelle aussi en termes de définition des régulations, une arrivée qui pouvait être plus industrielle avec le Crystal Palace, moitié du 19e siècle, et la première fois vraiment qu'on va avoir une conception qui va nécessiter une production de pièces identiques en série. Donc là, on voit à quel point on s'éloigne de l'artisanat et à quel point on va concevoir quelque chose qui va être monté un petit peu plus loin. C'est le principe aussi de l'industrie. Et puis, la régulation à dessin de William Morris, qui s'était dit, moi je vais monter une structure, une organisation à dessin IN, et puis on verra bien ce qu'il en sort comme dessin IN. Vous vous rappelez peut-être, on s'était appuyé nous plutôt sur cette date par rapport à la naissance du design whisker. Et juste un point, choisir Maurice, c'était aussi choisir peut-être un des premiers contre-moments, c'est-à-dire de dire tiens, à l'intérieur de la naissance du design, il y a eu un premier moment, non pas de déconstruction, il y a eu un premier moment où Maurice a déjà remis en cause ce qui l'avait précédé pour déjà penser une autre manière, en l'occurrence de faire, un lien avec l'art rebours mais qui était déjà compliqué, un lien bien sûr avec le dessin, un lien avec la singularité, l'objet, le fait de se départir de l'industrie, alors que bien évidemment le design est nécessairement lié à ça. Donc voilà, donc c'était intéressant de poser une date de naissance, nous qui déjà étions dans un moment de déconstruction par rapport à ce qui avait été. Et en réfléchissant à cette régulation démocratique, en fait, on est arrivé sur un manquant, voilà. Et ce manquant, c'est la société contrôlée qui va pouvoir démarrer, on va dire, avec le panoptique qu'on va décrire un petit peu plus loin. Et finalement, c'est vraiment en regardant ce design sous l'angle de la régulation démocratique qu'on s'est dit, tiens, peut-être que le projet majeur qui va influencer le fonctionnement d'une société, dans sa régulation, dans ce qu'on voulait projeter de la démocratie, c'est probablement ce projet-là. Alors ce projet-là, il a, donc c'est Jérémy Bentham. Oui, tu connais très bien. Donc sur, quelques rappels importants du panoptique et des frères Bentham.
où il y a un geste de création architecturale très importante. Alors on a rappelé une attention extrême portée aux usages, avec, donc ça on est rentré par l'entrée, si j'ose dire, design, c'est-à-dire l'utilisation du contre-jour pour rendre visibles les silhouettes des prisonniers, la tour centrale aveugle, etc. Le fait effectivement d'avoir un dessin et des usages qui sont dédiés à un système politique disciplinaire, ce qui a été d'ailleurs posé ensuite, on va le voir dans la page suivante, avec Foucault. Et puis la possibilité déjà, oui, de déployabilité du système, d'une modélisation qui est très importante à d'autres lieux de surveillance qui ne sont pas d'ailleurs exclusivement des prisons. Donc un modèle d'ordre, et ce qu'a très bien montré Foucault. Et juste avant, toi tu fais un point sur Colas. Ouais, pour juste refaire une petite bifurcation par le design, Colas s'est étonné il y a quelques années en étudiant ces systèmes que finalement ils avaient été très transgressés en termes d'usage, puisque ces prisons qui ont été construites, il y en a eu de nombreuses qui ont été construites dans différents pays du monde, avec des succès quand même extrêmement mitigés. Mais Colas étudie notamment une des prisons en Hollande en disant que finalement tout l'usage qui avait été un petit peu inventé s'est déconstruit, que la tour centrale est devenue plutôt une cantine, que les prisonniers sont plutôt devenus libres dans l'enceinte que rangés dans les casiers et visibles à contre-jour. Et que finalement, voilà, cette hypothèse d'avoir un espèce d'usage parfait, elle avait fait un petit peu, je veux dire, un petit peu long feu. Oui, et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'étude sur les modèles de prison et les prisons exemplaires qu'on propose aujourd'hui, qui attrape cette question difficile de l'intégration sociale, en même temps la question de la sanction, en même temps la question de la déstigmatisation, puisque c'est tout ça qui se joue dans la question de la prison, jusqu'à aujourd'hui poser, pour ceux qui connaissent, comme par hasard aux Pays-Bas, une prison qui n'a plus de porte, qui n'a plus de mur et qui est totalement ouverte. Et qui est totalement, dont l'objet, dont la circulation première est tout de même une circulation basée sur une liberté possible. Avec ce jeu d'intégration de la limite en soi, ce qui est très bentamien, puisque le problème du panoptique, à un moment donné, c'est d'être soi-même son propre œil, d'une certaine façon. C'est d'abord d'être sous l'œil, et ensuite chacun est l'œil. Alors c'est terrible, mais ça vient aussi sur l'intégration forte d'une norme qui nous permet de nous redresser, etc., etc. Et donc on a ces prisons aujourd'hui très ouvertes. Alors au niveau chez Foucault, vous connaissez, je vous renvoie pour ceux qui s'intéressent à un cours à la chaire de philo sur précisément l'hôpital comme outil de la technologie moderne, un grand article de Foucault qui rappelle bien sûr ce premier grand temps de geste avec Tenon qui s'intéresse, qui cherche à comprendre pourquoi tel hôpital fonctionne mieux qu'un autre, qu'est-ce qui se passe, et il va notamment attraper aussi cette question, pas simplement par les pratiques des médecins, mais aussi par des usages plus simples, la circulation du linge, la manière dont on place les corps dans des lits, et tout ça va donner naissance à une nouvelle ergonomie, à des nouvelles circulations, tout simplement pour penser ce qui construira ensuite la question de l'hygiène de la santé publique, mais de manière plus vaste, ce que bien sûr Foucault va appeler le biopouvoir. Et je vous ai remis ce texte bien connu qui est une conférence en fait, dans l'ensemble des dédiés écrits. Deux grandes révolutions dans la technologie du pouvoir, découverte de la discipline, la découverte de la régulation, c'était aussi pour ça qu'on a pointé ça, le perfectionnement d'une anatomopolitique, le perfectionnement d'une biopolitique, et le fait que qu'est-ce qui devient l'objet politique ? La vie, tout simplement. La vie, certes, devient un objet de pouvoir, mais la vie et le corps deviennent véritablement la manière d'organiser les corps des individus, certes, mais les populations
de penser aussi la performativité de ces populations, parce qu'une population malade au moment de la naissance de l'industrie, bien évidemment, ne produit pas la même croissance, et ça nous l'avions souvent dit l'année dernière, et on le redira ici, que le design a partie liée avec le capitalisme, a partie liée avec la croissance, avec ce diktat-là, et que nous, ici, nous essayons de penser un design qui se dessaisit de ce diktat-là et qui essaye de renvoyer à un autre diktat qui n'est pas un diktat et qui s'appelle une norme de vie portée par un sujet, considérant que cette norme de vie portée par un sujet nous paraît un pilier essentiel pour maintenir l'état de droit dans sa performance d'état de droit, et pas dans sa performance économique, mais dans sa performance sociale. Donc, les corps et les populations, le pouvoir est devenu matérialiste, il cesse d'être essentiellement juridique, il doit traiter avec des choses réelles que sont le corps, la vie, etc. etc. Et donc, voilà pourquoi on a remis à l'intérieur de ce moment de naissance du design une empreinte qui est bien évidemment implicite, mais qui n'avait peut-être pas été aussi posée avec déjà un maillage fort avec la société de contrôle. Donc on revient à Deleuze, effectivement, et à ce texte qui, pour nous, est un marqueur assez important, un post-scriptum sur les sociétés de contrôle, qui date quand même de 1990. Et je vous invite à lire parce que, moi je trouve en tant que designer que c'est un cahier des charges de designer assez impressionnant et une explication assez impressionnante des contraintes telles qu'elles arrivent. Et à la lecture de ce texte, là encore c'est le designer qui parle, je me dis que finalement c'est la première fois que le design est confronté à un véritable changement sociétal qu'il n'a jamais connu. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où finalement, même depuis 1850, à l'arrivée du design, le continuum qu'on a eu depuis 1850 jusqu'à, on peut dire, 2015 ou 2010, va être un continuum qui a été écrit avec le design. Et là, on fait face aujourd'hui à quelque chose qui est complètement nouveau, et donc avec une situation du design qui doit vraiment s'adapter à inventer totalement autre chose. Finalement, si on suit un petit peu ce texte, la première chose qui est dite, c'est que depuis sa naissance, on a eu un épanouissement du design plutôt sans égal dans ce que Deleuze appelle des milieux clos, c'est-à-dire qu'on a beaucoup designé, entre guillemets, des lieux, ou ce qu'il y avait dans les lieux, ou en tout cas ce qui pouvait être de l'ordre du mobilier, du luminaire, des espaces, de l'architecture, de la signalétique, etc., mais plutôt dans des lieux clos, sachant que dans cette société-là, qu'est-ce qu'on fait, et Deleuze l'écrit très bien, on va de la famille à l'école, et puis de l'école à la caserne, et puis de la caserne à l'entreprise, et puis parfois on passe à l'hôpital, et puis ça arrive qu'on passe à la prison, mais en tout cas sa vision des choses est aussi de dire qu'on va passer d'un lieu à un autre, et que ces lieux sont, à l'image du panoptique, des lieux qui sont des représentations d'une forme d'enfermement. Donc on est avec un design qui travaille là-dessus, et une hypothèse aussi que je trouve assez intéressante, qui est de dire finalement le designer, oui, il a travaillé à l'extérieur, mais il a peut-être travaillé sur les liens entre ces lieux, plutôt. Donc l'automobile, par exemple, qui est une autre boîte dans laquelle qu'on peut dessiner pour aller d'un lieu clos à un autre lieu clos. Donc on fait un petit lieu clos avec des petites roulettes pour être sûr d'arriver au bon endroit. Mais ça peut être aussi de la signalétique. Je sais pas, on pense à un passage clouté. C'est une signalétique qui est extrêmement directive. Ça peut être un abribus. Ça peut être des choses, qui sont des marqueurs de ces tirets qui vont apparaître entre ces lieux. Et si on tire un petit peu le fil de cette hypothèse, on peut se dire aussi que finalement, est-ce que le design dans cette période-là n'a pas aussi contribué à dessiner la forme de discipline à la fois des corps, à la fois des flux. Alors là, on a mis deux exemples. C'est un exemple d'un document qui a été produit par Steelcase, donc qui fait du mobilier de bureau, où on voit à la fois
la culture de l'ergonomie, comment je dois me tenir sur cette chaise-là pour être au meilleur endroit, pour ne pas avoir mal au dos, pour être bien face à mon écran. Alors on peut dire ça d'un point de vue très positif en disant qu'on est là pour éviter que les gens aient mal au dos. On peut aussi remarquer dans cette image quand même une forme de contention sur la façon de se poser et d'être qui est très importante. Et en dessous, on vous a mis un plan Ikea qui est une autre forme de contention très forte dans un flux, avec cette idée que finalement, peut-être que dans les designs qui ont été produits dans cette période-là, on est sur des designs qui font respecter les choses, qui font respecter les postures du corps, qui font respecter les flux, qui font respecter les signes, la signalétique a beaucoup d'importance là-dedans, et qui font peut-être aussi, qui aident à respecter les attentes en termes de consommation, les attentes en termes de performance, etc. Donc le design a beaucoup aidé à guider tout cela. Oui, et pour aller dans le même sens, on connaît tous la connivence entre, même si ça ne s'appelle pas comme ça, entre le lean management, et puis au cœur du lean management, la question de l'ergonomie, et de fait, vous avez un pas très très lié à la question du design comme discipline au service non pas de l'inédit mais d'un ordre conservateur qui ne dit pas son nom, et ça renvoie classiquement à ce qu'on appelle de la falsification de l'innovation, c'est-à-dire en gros qui utilise l'inédit de quelque chose pour en fait asseoir quelque chose qui lui préexiste, donc à savoir une obligation de performance économique, etc., des normes puissantes et qui sont tellement puissantes et dont la réalité idéologique n'est pas si simple qu'il est important aussi, d'une certaine manière, de transformer la posture des corps pour que ça soit intériorisé de manière plus calme, etc. Encore une fois, rien de nouveau, ça a été bien dit par plusieurs philosophes, mais voilà, comment on sort de ça, et de là à dire que c'est un pas de trop et en même temps c'est pas si faux, mais de là à dire que dans cette contrainte sur le corps, qu'est-ce qui se joue aussi en termes de contrainte sur l'esprit, et comment on peut aller vers non seulement société ouverte, corps un peu plus dans sa capacité d'ouverture, etc., et en même temps des innovations, et en même temps de la production de nouvelles normes demain de vie, de nouveaux usages, etc., plus respectueux de notre système, les milieux naturels, les communautés d'hommes, etc., c'est notre question. On vous a mis en regard deux projets qui nous sont un peu tombés dessus, j'allais dire, il y a une espèce de symétrie assez étonnante. Alors le premier, c'est un assez beau projet de Jürgen Bay, qui est un projet qui avait été fait dans un acte de recherche avec une entreprise qui s'appelle Vitra, qui fait du mobilier plutôt haut de gamme, plutôt de très bonne qualité, avec plutôt des très bons designers, et qui parfois demande à des designers d'avoir une approche je dirais plutôt prospective que critique. C'est pour ça que ce projet est assez intéressant. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il a été créé au départ comme un projet critique. Pourtant, à le regarder dans la lignée de ce qu'on essaye de tisser, c'est assez étonnant de voir ce propos qui était de dire... donc c'est en fait un espèce de petit véhicule qui a été conçu au départ pour les universités et qui est comme si vous imaginiez qu'un bloc de la structure architecturale d'un bâtiment était capable de se détacher, d'emmener un étudiant en train de travailler avec son réseau Wi-Fi et son ordinateur et d'aller le mettre dans un autre bâtiment architectural où il allait prendre son prochain cours. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque il a été, donc c'est 2006, il a été aussi raconté comme quoi finalement c'était un peu de la slow mobilité, c'est-à-dire que cette petite structure elle allait très lentement. Elle était unipersonnelle, elle était un peu fermée sur l'extérieur, mais c'était vraiment un moment pour que les gens aient un moment à eux dans ces transitions-là. Donc c'est à la fois très intéressant comme contrepoids ou contrepartie, mais à la fois un peu inquiétant si on se dit qu'effectivement on passe d'un milieu clos à un autre. Et on l'a mis en regard d'un autre projet qui nous touche beaucoup parce que c'est vraiment une situation sur laquelle on est en train de travailler. Et même esthétiquement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Oui, alors l'autre projet qui est tout sauf simple, mais pour vous montrer, on en avait souvent parlé, on l'a évoqué, mais on commence à rentrer plus spécifiquement dans le sujet. La chaire Humanité et Santé, Conservatoire national des arts et métiers, est liée à la chaire de philosophie, c'est la même en l'occurrence au GHU, donc psychiatrie et neurosciences, c'est-à-dire à Sainte-Anne. Et l'enjeu, c'est comment des philosophes, des designers, des ingénieurs repensent le protocole de la contention. Et donc là, il s'agit d'aller chercher, alors bien évidemment, de ne pas se substituer aux médecins, de travailler de concert avec les médecins, mais d'aller aussi chercher dans nos corpus à nous, alors de designers, de philosophes, et puis aussi, en l'occurrence, de théoriciens d'Asperger. On a repris les travaux de Temple Grandin qui avaient précisément expliqué, vous savez, qu'une des questions importantes chez les Asperger et chez les autistes en règle générale, mais en fait qui est une question de base dans la vie, puisque tous les systèmes phobiques et tous les moments de crise panique, etc., ressentent ce système de débordement, de la question du bord. Et donc la question qui nous a intéressés dans la contention, c'est le contenant. C'est qu'est-ce qui se joue sur le care, puisque vous savez que le holding, le handling, c'est du contenant. Donc, comment, et tout le problème étant que, voilà, on a d'un côté un contenant qui empêche, et que nous cherchons à voir si on peut produire un contenant qui rend capacitaire, ce qui n'est pas la même chose, et qui pourtant utilise sensiblement des points de contact, des matières, des manières, des postures du corps qui peuvent bien évidemment renvoyer à ça. Alors avec un protocole différent, parce qu'il est clair que quand vous produisez une contention, même quand elle est contrainte, mais que vous maintenez dans ce protocole un certain type de regard, un certain type de geste, un certain type de discours, malgré tout, malgré la violence du process, vous produisez du contenant particulier par la voix, et par le regard, etc. La vérité, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc l'enjeu, c'est déjà, de repenser de façon très classique avec les médecins ces protocoles, de comprendre pourquoi on voit la contention toujours présente, voire plus ces dernières années, et sans parler du fait qu'on a des hospitalisations sans consentement qui ont également grimpé, et qui renvoient tout à une problématique. Mais là, voilà, l'enjeu, c'est comment on peut avoir un corps réassuré et non pas quelque chose de subi. Comment on peut, encore une fois, passer du corps empêché, anxiogène, et qui renforce en fait la vulnérabilité, à un corps capacitaire, résilient. Et donc, on a repris les travaux de Grandin qui avaient, comme tout Asperger, ce problème de débordement, c'est-à-dire le fait qu'il faut faire du bord, et que les Asperger, comme d'autres autistes, ne font pas bord, ne font pas frontière, ne font pas bord. En tout cas, c'est une manière, et d'ailleurs, ils vont par des tocs, refaire bord. Ils vont taper, ils vont fermer les portes, etc. Donc, ils refont du bord pour tenir quelque chose, pour tenir un monde. Et d'ailleurs, dès que vous bougez éventuellement un objet, qui est un détail pour vous, puisque vous faites bord par la capacité de synthèse. Donc, vous bougez tout n'importe quoi, vous ne le voyez même pas. Un autiste, vous bougez ça, le monde bascule. Bien sûr, suivant le niveau de spectre autistique, et ça se comprend très bien bien évidemment, parce que tout est reconfiguré. Donc, l'enjeu, c'est on fait bord. Et donc, Grandin avait inventé, vous connaissez cette espèce de machine un peu furieuse, qui est une machine présentée, comment elle y avait pensé par la question des abattoirs, etc., des vaches qui étaient serrées, tout ça, mais en même temps, elle renvoie à ce qu'elle connaît aussi de manière psychique, c'est-à-dire la question de l'océanique, la question de l'utérin, la question de la matrice, la question de la réassurance, la question du holding, du handling, etc., et du fait que quand quelque chose fait bord, voilà, quand on est serré, il y a un phénomène d'apaisement. Et donc, elle a produit cette machine parce qu'elle avait besoin, pour son propre bien-être, de cette machine. Et donc, nous sommes dit, repartons de cette machine et essayons de voir comment
aujourd'hui, on peut produire un protocole de contention volontaire qui accueillerait dans un protocole à penser avec les soignants, qui accueillerait les soignants et les patients. Voilà. Et deuxième hypothèse, à partir de ce moment où on a ce protocole volontaire qui est pensé comme un exercice particulier, thérapeutique, etc., à certains moments, qui va utiliser un certain type de matière, qui va utiliser un certain type de sangle, qui va utiliser un certain type d'éléments, parce que nous, on va travailler, on vous présentera les prototypes, mais on va travailler à partir d'immenses couvertures qui sont remplies d'eau, d'autres qui sont remplies de billes de plomb, d'autres qui sont remplies d'air, etc., et qui jouent avec le corps et la matière pour produire ces contenants avec ces stabilisations particulières, sauf qu'encore une fois, les patients et les soignants partagent cette chose-là. Et donc, ça c'est un premier point, de dire ça, déjà, ça produit de l'apaisement et déjà, ça peut produire quelque chose d'un soin capacitaire. Deuxième étape de l'hypothèse qu'il s'agira de démontrer, ça fait baisser la contention volontaire, précisément parce qu'il se joue quelque chose là, il y a une dialectique, mais il faut encore une fois la tester, la mesurer, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que c'est du design, mais vous comprenez que c'est du design qui va sur un territoire assez clinicien, jusqu'à penser le clinicien avec d'autres soignants, sans se substituer à, mais en proposant, grâce à d'autres types de corpus, des réflexions, et qui vont peut-être à la fin transformer un protocole thérapeutique, sans parler du fait que, bien sûr, ça créera des objets qui pourront être éventuellement détournés par un autre type d'usage, etc., etc. Donc le processus est ouvert. Et d'ailleurs, dans la régulation qu'on va vous proposer ensuite, le point, je dirais, essentiel de notre régulation, c'est qu'elle est ouverte. Et elle n'est pas prédéfinie, ce qui est, je pense très sincèrement, une des grandes vérités d'aujourd'hui. Encore heureux, mais faut-il encore lui donner sa place. Donc si on continue sur notre mot d'ordre et notre mot de passe, peut-être la première chose à dire, c'est finalement, Deleuze déjà en 90, il dit les sociétés disciplinaires, en fait, c'est fini. Donc on est vraiment en train de passer à complètement autre chose. On est en train de passer c'est ce système où on va d'un intérieur à un autre, etc., est en train de finir. Et d'ailleurs, il dit lui-même, on n'arrête pas de dire on va réformer l'école, réformer l'industrie, l'hôpital, l'armée, la prison, mais chacun sait que ces institutions sont finies, donc qu'est-ce qu'on va faire après? Et il pose aussi le fait que ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. Alors, voilà. Très simplement, c'est ce qu'on vit tous, c'est-à-dire de dire, il y a quelques années, on allait dans une librairie avec une devanture où c'était marqué librairie, et puis on rentrait dans une antre où il y avait des livres, et puis on choisissait ces livres, et puis aujourd'hui, quand on va sur Amazon, on vous demande votre mot de passe d'abord, et puis il y a un certain nombre de robots qui vous demandent un certain nombre de vérifications pour s'assurer que vous avez bien vos numéros de carte bleue, etc., etc. Donc on voit complètement ce basculement à travers cette image d'Amazon, mais qui pourrait être à travers de bien nombreuses images comme, je ne sais pas, aller dans un bureau de poste et se brancher sur son appli de la banque postale ou toute autre chose que vous connaissez aujourd'hui au quotidien. Et Deleuze dit ça, dit le chiffre est un mot de passe, tandis que les sociétés disciplinaires étaient réglées par des mots d'ordre. Donc c'est belle, de mot d'ordre à mot de passe, c'est cette transition qu'on est en train de faire. Alors, non, pourquoi ça c'est là? Ah, c'est après toi. Mais c'est pas là. Ah, d'accord, alors c'est toi, d'accord, ok. Donc si on se dit qu'on reprend nos petits dessins, finalement qu'est-ce qu'on a? On a ces lieux d'enfermement, mobiles ou immobiles. On arrive à quelque chose dans la métaphore animalière qu'utilisait Deleuze, c'était qu'on passait finalement, on était un peu comme des taupes dans des lieux, et puis maintenant c'est un espèce de grand serpent
Et ce grand serpent, il est notamment lié au fait que c'est quelque chose de mouvant, qu'on a des anneaux qui bougent les uns entre les autres, qu'on se situe assez mal dans cette formalisation. Et puis nous, on se dit, où est-ce qu'on arrive ensuite? Je ne sais pas quel serait l'animal qui conviendrait pour ce qu'on a envie d'écrire, mais en tout cas, d'essayer de voir comment dans ce grand serpent qui est une espèce de nébuleuse, on peut arriver à poser des points qui sont des points d'influence, qui sont des points d'étape, qui sont des points capables de faire mouvoir le système avec une régulation qui est à inventer. Oui, et puis juste sur, si on veut filer la métaphore de l'animal, et qui déjà vous donnera une sorte de première connotation des régulations qu'on propose. Voilà, c'est plus la taupe, c'est plus le serpent, on est dans quelque chose de plus agile, peut-être de plus camouflé. Bon, voilà. Et l'enjeu, quand on fait ces petits points, c'est aussi comme des points d'appui, voilà, qui ne sont plus classiquement les fondations d'une maison, etc. Mais c'est quand même par ces points d'appui qu'on va essayer de faire surgir un nouvel équilibre, une nouvelle régulation, etc., etc. Et ces points d'appui, tout l'enjeu d'un philosophe et d'un designer, c'est de se dire, mais où? Quels sont ces points d'appui? Et quels sont ces points où soit ça brille, soit au contraire, ça corrige un dysfonctionnement. Et c'est vrai que nous, dans nos points d'appui, le fait de positionner nos points d'appui à chaque fois sur des points de vulnérabilité d'un système, c'est une des manières très importantes de fonctionner pour produire de la structure et de l'hyperstructure, parce qu'on n'est pas dans de l'hyperstructure au sens de l'institution, au sens de ce qui dure et au sens de ce qui organise aussi un collectif. On n'est pas dessaisi de cette notion de l'hyperstructure. On est dessaisi d'une hyperstructure qui serait celle du contrôle et du totalitarisme, mais on se dit, tiens, est-ce qu'il existe quelque chose qui quand même est une structure pour un collectif, même si elle est plus modulable, etc. Mais elle a quand même cette obligation d'organiser un geste collectif. Et quels sont ces points? Donc on est vraiment avec des constats qu'a posé Deleuze, qui sont, on n'arrêtait pas de recommencer, finalement on n'en finit aujourd'hui jamais avec rien. Donc on change complètement d'énergie aussi et de climat dans lequel on travaille. On avait un chef par entité et puis on se retrouve avec des gestionnaires qui sont peu identifiables. On avait un langage analogique, on passe au numérique. On avait des appartenances, ça passe en accès. On faisait du sabotage. Alors, je trouve que généralement dans le design, quand on fait appel à la sociologie de l'innovation et l'histoire des techniques, c'est toujours intéressant. Le sabotage, c'est qu'on lançait un sabot dans une machine qui tournait pour la casser, pour la dérégler. Là, on est plutôt de l'ordre du virus, on est plutôt de l'ordre du piratage. Donc, le moyen d'action est complètement différent. Et puis on dessinait ou on faisait pour le capitalisme des produits. C'est ces produits qui étaient vendus. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Le design se tourne de plus en plus largement vers les services, puisque le produit est devenu quelque chose presque d'annexe, au même titre que ces lieux. Enfin voilà, pour le flux, en fait, tout ce qui est de l'ordre du physique à ce point-là devient quelque chose de plus accessoire. La discipline, elle était plutôt de longue durée, infinie, discontinue, et puis là on parle dans quelque chose, on est en très court terme, on est dans des rotations très rapides, on est illimité, donc on le sent, voilà, sur comment on peut agir sur ce mode d'énergie qui est complètement, ce climat qui est complètement différent. Oui, alors, du mot d'ordre au mot de passe, en fait c'est la même histoire, quoi. C'est le contrôle qui continue. Donc, résultat, on est allé chercher un autre grand texte pour essayer de dire, nous, le mot de passe, ça nous intéresse, mais ça nous intéresse si c'est la version derridéenne de la chose. Bon, il y a un grand texte qui est dédié chez Derrida au mot de passe et qui fait écho à la poésie de Paul Celan, et qui reprend la grande notion du shibboleth. Donc vous connaissez cette notion, et qui est en fait tout simplement une manière au départ, le shibboleth n'est pas de l'herméneutique directement. Le shibboleth au départ, c'est ce qui va différencier l'initié du non-initié. C'est ce qui nous permet dans la Bible de vérifier qui est qui. Et sous-entendu, le traître potentiel.
Vous avez aussi une autre immense grande histoire du shibboleth, comme norme sociale, comme habitus non déclaré, c'est Proust. C'est-à-dire qu'un shibboleth chez Proust, c'est quand tout d'un coup vous allez prononcer un nom et mince, vous le prononcez au lieu de dire Villeparisis, vous allez dire Villeparisis. Et hop, vous trahissez que, mon Dieu, vous ne savez pas prononcer correctement, ou vous allez dire Guermantes au lieu de dire Guermantes, et donc ça y est, tout s'écroule, vous êtes absolument trahi, et donc il y a des shibboleths qui sont des mots de passe avec un fort, bien évidemment, un fort contenu de normes sociales. Derrida, ça a été l'inverse, ça a été de dire, tiens, quel est le shibboleth qui ouvre ? Quel est le mot de passe qui fait que ce n'est pas un chiffre, mais un chiffrage, c'est-à-dire une puissance d'ouverture. Ça nous renvoie, nous, ici, à plutôt le fait de hacker blanc, comme on dit, aller sur l'open source, aller sur les commons, aller sur... Bon, donc c'est ça. D'ouvrir, encore une fois, de pas avoir un shibboleth de l'exclusion, mais d'avoir un shibboleth qui nous permet de faire, d'être dans le capacitaire, encore une fois. Et le texte qui était aussi intéressant chez Derrida, c'est que Celan, c'est véritablement aussi celui qui a pris à bras le corps avec Adorno. Mais Adorno, vous le savez, a un grand texte sur le fait de dire voilà, la poésie après Auschwitz. Bon, voilà. Et Celan, c'est l'inverse. Celan, c'est précisément, c'est que là où il y a eu blessure, il faut qu'il y ait shibboleth. Donc c'est vraiment assez proche de nous quand on défend une approche capacitaire de la vulnérabilité en disant de toute façon nous sommes obligés, il y a une responsabilité de transformer la blessure. Donc voilà, et puis ça m'a évoqué, parce que vous allez voir un petit extrait d'un des textes de Celan derrière, pour voir qu'est-ce qu'on entend par shibboleth. Parce qu'on entend par shibboleth, c'est peut-être le blanc, tout simplement. Le blanc, notamment, d'André Dubouchet, pour ceux qui connaissent, qui est un poète absolument grandiose. Alors, j'ai pas choisi Bouchet, mais j'ai pris, je sais plus, je suis pas sûre que ce soit ni le Méridien, ni le discours de Brême, mais c'est pas très grave. C'est peut-être quand même le discours de Brême. Donc, voilà, c'est Engfungrung, donc 1959, ça vient de ce texte-là. Mais voyez comment c'est écrit. C'est venu à nous, c'est passé au travers, a réparé invisiblement, fait des réparations sur la dernière membrane, et le monde mille cristal a déferlé. Bon, c'est de la poésie, bien évidemment, mais voilà ce que c'est. À la fois, je pense que, sans rentrer dans une explication de texte, on voit tout de même certaines formes de déflagration, on voit l'absolu constat d'un monde en chaos, et on voit l'absolue exigence et obligation de produire de la réparation. Et en même temps, on voit des trous. Bon, et ces trous, ils peuvent faire manque, mais ils peuvent aussi faire création, etc., etc. Donc, nous, voilà, de quitter le mot d'ordre pour le mot de passe, pour tenter véritablement d'ouvrir nos vies et encore une fois je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas de produire, même si ce terme est là aussi archi connu, mais une certaine forme de résilience. Donc sur comment on va faire avec tout ça en fait la première chose, c'est ce que disait Cynthia, il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais on va chercher de nouvelles armes. Donc finalement, il y a quand même 2-3 choses qui sont un petit peu clés dans ce qu'on doit essayer de produire face à ce monde qui arrive. Déjà, il y a la notion de réparation, c'est-à-dire l'avant, qu'est-ce qu'on fait, on peut parler des problèmes climatiques, mais de bien d'autres choses qui sont aujourd'hui abîmées. La problématique de la transition, qui est quand même clé dans le design, c'est-à-dire comment on va faire pour accompagner, pour arriver à faire en sorte de passer d'un système à l'autre, sans que ce soit sous forme de cassure, sans que ce soit sous forme d'escalier, de violence, etc., etc. Et puis il y a l'après, c'est-à-dire comment on va arriver à réguler, à créer cette régulation.
Finalement, les risques, on les connaît. Hein. Le risque qu'on peut avoir, c'est le sentiment d'impuissance, c'est que cette impuissance soit d'ailleurs individuelle ou collective. Hein. C'est l'épuisement, c'est l'injonction du mouvement permanent. Hein. On connaît ça aussi dans les travaux qu'on peut faire avec des challenges d'innovation que d'ailleurs Deleuze décrit avec dit que c'est très comique, et puis une incapacité à gérer en plus cette problématique climatique qui nous explose au visage. Alors un exemple, parce que là ça a l'air très conceptuel ce que c'est, et comment ça se traduit, pour vous montrer que ça peut être des choses très très simples, ce qu'on raconte là, et directement politique. Prenons le mouvement que maintenant nous connaissons tous bien pour l'avoir en plus vécu dans notre chair, pas loin d'ici, vers le Châtelet, Extinction Rébellion. Bon, prenons ce mouvement qui par ailleurs est dans une problématique climatique. Qu'est-ce qui est notamment ce qui nous a marqué, ce qui a marqué l'œil du designer et ce qui a marqué l'œil de la philosophe du côté de la régulation démocratique? Je ne vais pas rentrer dans toutes les étapes qui sont, entre guillemets, assez intéressantes, indépendamment du fait que ça nous fatigue, mais il y a autre chose que ça. Prenons un objet. Je prends le terme nouvelle arme. C'est ça qui nous a marqué. Vous avez tous vu et vous connaissez tous que la désobéissance civile fonctionne avec des chaînes humaines depuis longtemps. Là, je ne sais pas, pour ceux qui sont allés sur le terrain, il y a un objet de plus. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est une affaire de design, quand même. Cet objet est tout à fait intéressant puisque c'est une espèce de cylindre dans lequel on coince sa main, toutes les mains sont coincées, et qui fait que tout d'un coup, la chaîne humaine se rigidifie, sans se rigidifier extérieurement, mais elle se rigidifie, ce qui fait que les policiers ne peuvent plus, parce qu'à un moment donné, bien évidemment, on séparait quand même malgré tous les gens, malgré la force humaine. Là, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, donc vous ne pouvez que saisir la grappe d'hommes à cause de cet objet cylindrique qui les relie tous entre eux. Ou alors, il faut couper les bras. Et donc, définitivement, déclarer que l'état de droit n'est plus. Bon. Donc, c'est très intéressant, parce que c'est une arme, entre guillemets, non violente, au sens où elle protège quand même les citoyens, elle fait un travail résolument de protection, elle ne porte pas atteinte à autrui, mais enfin elle porte atteinte d'une certaine manière à l'ordre. Bon. Et vous avez donc, voilà, donc c'est intéressant de voir comment tout d'un coup, design, régulation démocratique, mouvement collectif, tout ça se met ensemble pour produire un certain type d'objets qui vont permettre un certain aménagement du territoire, une certaine occupation des lieux. Alors pas, bien évidemment, l'enjeu n'était pas d'occuper pour occuper, mais d'occuper pour réguler autrement demain, etc., etc. Donc voilà, un exemple tout petit, minuscule, hein, mais entre guillemets, actuel, pour montrer voilà, par où ça passe. Voilà comment tout d'un coup, design, régulation démocratique, climat, jeunesse, usage, etc. Et on a cette espèce de cylindre qui réunit tout et qui est sincèrement, pardonnez-moi la grossièreté, indémerdable pour les flics. Il faut les voir, c'est assez drôle. Tu parlais de comique, c'est-à-dire dès qu'ils tirent le truc, ça se rabaisse. Enfin, c'est impossible. Donc en plus, il y a toute une dramaturgie de mise en échec de la force brute qui est très intéressante en plus en termes de récit dans cette histoire. Donc sur ces nouvelles régulations, on a un problème en termes de design. Là, c'est vraiment dans le corner du design, on a un problème de représentation. C'est-à-dire que finalement, le design qui a cette puissance à l'origine de représentation des solutions, représenter un objet, représenter un bâtiment, représenter une perspective, etc., ça devient un petit peu impuissant quand on doit représenter un système de régulation.
Là, je vous ai mis 3 exemples qui sont des exemples contemporains. C'est la manière dont on peut essayer de faire une représentation pour construire un futur gouvernement. Donc on se retrouve malgré nous quand même avec un système de post-it et un système de cartographie qui ne dit pas du tout la profondeur de ce qu'on essaye, de ce qu'on a à traiter. On est vraiment très très loin de ça. Ou alors la représentation des régulateurs démocratiques qui était une cartographie assez belle, très bien dessinée, qui avait été présentée à la Biennale d'architecture en 2018, qui effectivement donne des masses, donne des liens, donne un certain nombre de choses, mais reste dans cet aspect très 2D, très cartographie classique, papier, assez limité par rapport à ce qu'on peut y projeter en termes de nouveautés ou de nouveaux principes de régulation, ou une autre illustration sur une représentation par pictogramme de la façon dont on peut simplifier un certain nombre de protocoles administratifs. Alors là, je crois qu'il se trouve que c'est pour monter une entreprise ou se mettre à son compte, je ne sais plus exactement, dans ce qu'on appelle du legal design, mais qui là encore montre a priori une certaine pauvreté par rapport au sujet qu'on a à traiter. Oui, voilà, ça c'était, juste pour nous remettre dans aussi des impératifs de la régulation dont on a parlé juste avant, qui aujourd'hui, on l'a souvent dit ici, mais régulation démocratique hors contexte anthropocénique. Bon, je pense que ne faites pas voilà, donc on essaye d'emblée de se poser avec d'un côté l'impératif catégorique ionassien, nous intimer d'habiter le monde, et vous le connaissez, agit de telle sorte que précisément tu prennes soin de maintenir une vie authentiquement humaine pour les générations futures. Donc ça c'est un point important. Et puis un texte de la Tour, là aussi tout à fait important, qui est de comprendre un enracinement, donc une présence et une prise en compte du territoire, mais là aussi un enracinement qui ne soit pas précisément non plus un signe de fermeture, etc. Donc comment nous on préserve à la fois un enracinement et une question d'une ouverture, c'est aussi une question sur laquelle on va travailler. Et puis, oui, tac. Non. Et puis voilà, et donc en gros, on va aller chercher classique, on va aller s'inspirer, c'est pour ça qu'on vous a proposé les différents blocs, hein. On va aller essayer d'aller récupérer différentes modélisations pour travailler sur, demain, qu'est-ce que c'est qu'une régulation démocratique qui s'aspire, non pas simplement du monde animal, ce qu'elle a souvent fait. Je dirais que souvent même on lit le monde animal à l'aune du monde humain en lui prêtant quasiment les mêmes caractéristiques politiques. Bon, donc déjà de changer, de dire qu'est-ce que nous enseigne le monde végétal ou le monde cellulaire, bien évidemment les modélisations du neuronal, de l'inconscient, etc., pour produire des régulations. Pourquoi je vous ai remis juste la question de l'inconscient? Vous avez un très joli texte qui reprend précisément une notion à la fois deleuzienne, le pli, et lacanienne, le chiffonné. Le chiffonné renvoie à une expérience, un rêve qui est raconté à Lacan par de mémoire un jeune enfant. Et justement, il y a un livre, et j'ai oublié bien évidemment l'auteur, mais on retrouvera et on mettra mais qui est sorti récemment, à la NRF chez Gallimard, et qui doit s'appeler, je crois, le chiffonné, qui est un très joli texte. Et qu'est-ce que c'est que ce chiffonné? On voit très bien, hein, c'est un truc comme ça, mais c'est pas ça qui est intéressant dans le système, c'est qu'en fait c'est ce que produit l'inconscient, et ça vous en avez fait l'expérience, c'est ce que produit l'inconscient en termes d'espace-temps. Il produit du chiffonné en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui se souviennent un tout petit peu de leurs rêves, dans les rêves, vous produisez du chiffonné, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez une maison,
votre maison, elle est entre guillemets chiffonnée, dans le sens où, tiens, surgit une pièce qui n'a rien à faire là, se produit une courbe qui, logiquement, ne devrait pas pouvoir tenir. Tout d'un coup, vous étiez dans un temps là, mais tout d'un coup, vous retrouvez quelqu'un qui a en fait un temps qui est totalement ailleurs, et en fait, vous produisez des courbures, vous faites courber l'espace-temps. Pour qu'est-ce qui fait courber l'espace-temps? C'est l'angoisse. Enfin, l'angoisse, notamment. C'est les pulsions de vie, de mort, et c'est l'inconscient. L'inconscient se permet de faire courber l'espace-temps comme il le désire. L'inconscient est un architecte très particulier. Bon. Et donc nous, on essaye de dire, ben, tiens, qu'est-ce que ça fait précisément à un moment donné quand on rebascule dans le conscient, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, etc., etc. Donc on va aller travailler sur d'autres territoires. Là aussi, c'est pas nouveau. Je pense notamment à notre collègue et ami François Tadei. François Tadei, précisément, est un biologiste. Et c'est par ces modélisations du vivant et de la biologie que, précisément, il se réinterroge sur les modes d'apprentissage, la manière, lui aussi, de prendre soin, de produire des gestes politiques, etc. Et c'est voilà. Donc, on va aller faire ces différents camps. Donc on s'est dit que finalement il y avait 3 points qui nous semblaient assez intéressants à creuser dans cette façon de construire ces nouveaux imaginaires, d'essayer de projeter et de travailler ensemble sur cette régulation. Le premier, c'était de favoriser la fiction. Cynthia y reviendra juste après. Là, on vous a mis un travail qui est assez intéressant, alors c'est plutôt une plasticienne qu'un designer, mais qui est une dramaturgie qui est créée autour de la question de l'économie de la justice. Donc dans ce travail-là, il y a à la fois un travail de design, puisqu'il y a une maquette qui est proposée, et après, il y a une autre chose qui nous semble intéressante pour des projets de design demain, c'est qu'il y a un protocole qui est écrit, c'est-à-dire qu'il y a un protocole dans la manière dont les gens vont interagir autour de cette maquette, dans la manière dont ils vont pouvoir écrire et dire cette fiction, et voir quels sont finalement les éléments un peu clés qui vont ressortir de ce partage. La deuxième chose, c'est sur les milieux naturels, donc on n'est pas forcément dans l'inspiration, mais de voir comment on peut les intégrer dans la réflexion. Là, c'est un travail d'Élise Morin qui travaille justement avec le CNRS sur une plante qui va surréagir en milieu radioactif, se disant que si on a quelques humains dans 4000 ans qui doivent passer à tel ou tel endroit qui auront été abîmés radioactifs, qu'est-ce qui fait que le milieu vivant pourrait reconnaître qu'il est arrivé quelque chose ici et qu'il c'est peut-être bon de ne pas y rester. Donc là, on peut bien sûr sortir d'une signalétique industrielle, il faut qu'on retrouve quelque chose, et l'approche qu'il y a par cette plante est assez intéressante. Et puis le dernier, c'est quelque chose qu'on a travaillé dès le départ, c'est l'expérimentation directe, immédiate, qu'on appelle les POC, les Proof of Concept ou Proof of Care. Donc par exemple, celui qu'on est en train de faire, et dont on vous a parlé au début de l'intervention sur l'hôpital. Oui, alors juste pour dire pourquoi le terme de fiction est intéressant, parce que le fiction, ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, c'est tout ce qui est entre guillemets en dessous, c'est-à-dire un jeu autour de l'ipsé et de l'idem. C'est un jeu autour du jeu, avec bien évidemment la conjugaison à la fois des jeux et puis le caractère ludique. C'est bien sûr le fait d'être dans la symbolisation. Donc la symbolisation dans le triptyque lacanien, ce n'est ni l'imaginaire ni le réel, c'est de rappeler que, encore une fois, nous sommes des êtres parlants, donc nous sommes processés, si j'ose dire, par aussi le langage. Le terme de fiction, c'est un certain rapport, j'ai mis un rapport certain à la vérité, c'est-à-dire que dans la fiction, bien évidemment on ment, mais en fait on ne ment pas, on s'extrait d'un certain régime de vérité. On a des travaux entiers sur la vérité romanesque, pour reprendre un titre cher
oula, la fatigue, à notre camarade qui était prof à Stanford et académicien, René Girard. Voilà. Ensuite, vous avez toute la question de, par la fiction, comment on intègre en fait les parties prenantes. C'est sans doute la fiction, tout simplement, le mode de consentement à l'agir le plus simple, c'est-à-dire vous partagez une fiction. Donc vous avez une mise en mouvement des parties prenantes. Voilà. Les processus, j'ai mis les processus tertiaires, les agents de liaison, le rôle que je connais bien sur la question de l'imagination vera, c'est-à-dire l'imagination vraie. Voilà, d'où, voilà pourquoi on est allé prendre ce terme fiction régulatrice, parce qu'il nous paraissait effectivement important, vieux comme le monde, une des grandes fictions régulatrices dans la démocratie, c'est peut-être la démocratie elle-même, voire le peuple, etc. Et comment aujourd'hui on produit des fictions régulatrices, mais qui en même temps ne sont pas les grands récits comme nous les avons pensés hier. Et en même temps, comment on récupère cette capacité dialectique et de cohésion qui se joue bien évidemment dans la fiction aussi, et de consentement, parce que la question de consentir, de consentement dans l'état de droit, elle est bien évidemment déterminante. Bon, et puis ça vous connaissez aussi. Alors on n'a pas fait un état de l'art, Binaeus, sur le biomimicry, le biomimétisme, quand la nature inspire l'innovation durable. Bon, donc ça, de fait, on ira également travailler avec ça sur à la fois les principes organisationnels du vivant, les questions de résilience, d'équilibre, les mécanismes d'entraide, tout ce qui est du domaine de, on va le dire dans un instant, mais de l'homéostasie, des technologies bio-adaptatives, biocompatibles, voilà. Et on a déjà, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Un lieu. Oui, puis là-dessus, il y a quelque chose qui nous semble aussi assez intéressant, c'est que finalement, on voit une espèce de tendance dans le design à se dire comment on va singer, on va dire comme ça, on va singer la nature. Alors, dans le biomimétisme, on singeait la nature pour sa performance. On peut faire appel, par exemple, au Crystal Palace dont on a parlé au tout début. Le Crystal Palace, à l'origine, c'était le jardinier du roi qui a dessiné ça, et il s'est inspiré des nénuphars. Donc il s'est dit, finalement, cette performance naturelle d'avoir une énorme portance avec très peu de matériaux, si je la reproduis industriellement, je vais avoir une performance industrielle à l'identique de cette performance naturelle. Donc ça a perduré très longtemps. Dans l'image que je vous ai mis de Rosław Grof, on est encore là-dedans, on est encore à essayer de voir comment finalement, en mimant sur des objets, plus que des solutions d'ailleurs, sur des objets, ce qui est proposé par la nature, on va arriver à une performance qui peut être aussi une performance en termes de poids, en termes de qualité esthétique, en termes de matériaux, etc. Bon, ça nous semble un petit peu avoir atteint sa limite. Et peut-être qu'aujourd'hui, là j'ai entendu des gens qui commencent à se dire, tiens, on va faire du permadesign sur des projets, on va essayer de voir comment on peut s'inspirer des méthodes de permaculture sur des projets. Je pense que le problème est pris un peu à l'envers, c'est-à-dire nous il se trouve qu'on a un lieu dans la Creuse dans lequel on fait des tests sur la permaculture et l'agroforêt, et j'ai l'impression que dans les gens qu'on rencontre, ça va arriver dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plutôt les gens qui sont les acteurs de ces milieux naturels qui ont des choses à apprendre au projet, plutôt qu'aujourd'hui des designers qui essayent de réécrire une méthode qui aurait tous les avantages des écosystèmes naturels, alors qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas du tout dans le design aujourd'hui, qui sont très présents dans la permaculture et dans l'agroforêt, qui sont par exemple ne serait-ce que le temps, ne serait-ce que l'échec, ne serait-ce que le fait d'être sur place et d'un apprentissage cohérent et permanent avec le lieu sur lequel on travaille, le milieu sur lequel on travaille, qui sont aujourd'hui pas du tout des promesses qu'on peut avoir dans même les plus beaux projets de design qu'on propose. Il n'y a jamais ces notions-là qui sont libres en permaculture. On peut se tromper 1 an, 2 ans, on peut apprendre, on peut changer. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a mis Gilles Clément, le genre d'un mouvement qui est un très beau documentaire
qui a été produit par la maison de production Après, de Gilles Couder, qui raconte bien comment finalement la question n'est pas de singer ou de mimer, mais de suivre. C'est-à-dire que celui qui est le chef d'orchestre du projet, c'est le milieu, c'est la nature, c'est pas vous. Et dans ce cas-là, on voit comment on s'adapte, on voit comment la différence des saisons d'une année à l'autre vont nous obliger ou nous aider à adapter le projet, et pas du tout dans une confrontation de projection d'un jardin en se disant dans 3 ans on veut absolument qu'il soit comme ça. Oui, et puis on a donc rapidement, on vous renvoie d'ailleurs à un article, dans une revue. Le design peut-il aider à mieux soigner? Et donc pourquoi on a voulu passer du proof of concept au proof of care? Proof of concept est largement connu dans l'industrie notamment, et bien évidemment aussi dans le design, etc. Et donc, vous le savez, ces expérimentations in situ, plutôt frugales, éphémères, qui nous permettent comme ça de tester et de vérifier la viabilité tout simplement d'une hypothèse. Nous, on a voulu humaniser les proof of concept, c'est-à-dire les focaliser plus spécifiquement sur le prendre soin. Qu'est-ce que c'est qu'un proof of concept qui prendrait soin en plus de ses parties prenantes ou qui produirait du soin, et donc plutôt s'intéresser à la générativité du vulnérable. C'est ce qu'on fait dans les urgences. La générativité du vulnérable, c'est une autre définition du JUGAD, en tout cas c'est une définition possible du JUGAD. Traiter, on vous l'a dit tout à l'heure, trouver que l'homéostasie d'un système peut éventuellement, au lieu d'aller chercher les points de performance, aller chercher ce qui est sensiblement quasiment la même chose, mais un peu différemment quand même, parce que c'est pas le même discours social derrière, c'est pas la même capacité d'entraide, de solidarité, etc. Et aller chercher non pas les points de performance, mais aller chercher les points de vulnérabilité pour précisément faire tenir un système. C'est ce qu'on fait aux urgences à Pompidou, c'est-à-dire qu'on va d'abord attraper ça et faire en sorte qu'en prenant soin de ces points de vulnérabilité, le système est plus efficace. C'est ça que je veux dire dans la maintenance. Et donc, un des outils qui nous permet de tester ces points de vulnérabilité d'un système, c'est le proof of care. Donc, on l'a théorisé, pensé, et un exemple, là aussi, totalement, alors c'est ce qu'on fait bien évidemment aux urgences, c'est intéressant de poker aux urgences, on l'a souvent dit ici, mais dans un lieu qui, de fait, a priori, n'est pas dédié au POC. Et tout l'enjeu, nous, c'est de vouloir aller poker dans des endroits qui, a priori, ne sont pas du tout dédiés au POC. Sous-entendu, je ne sais pas, des centres, des camps de réfugiés, des mines sur certains territoires, ou des lieux qui ont été mis à mal par des catastrophes naturelles, etc. Et de dire précisément, là, il faut poker parce qu'il se joue quelque chose d'une future régulation. Et tout simplement, vous avez tous vu ces ateliers de réparation qui se multiplient sur le territoire. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ces ateliers de réparation, indépendamment du fait qu'on vient réparer un objet à plusieurs et qu'on échange des compétences et qu'on lutte contre l'obsolescence programmée et qu'on fabrique, on retourne à cette vieille définition arendtienne de l'objet, ou chez Simondon qui est que l'objet aide aussi à une stabilisation du monde commun, etc. etc. Qu'est-ce qui se joue? Il se joue l'interactionnisme, bien évidemment, entre ceux qui sont en train de réparer, voire ils se réparent eux-mêmes. C'est très clair. Et c'est ça qui est intéressant. Et le proof of care, c'est de dire, tiens, dans mon atelier de réparation, on va ouvrir l'atelier de réparation, parce que très clairement, moi qui suis clinicienne, je vois très clairement l'usage des ateliers de réparation sur certaines psychoses. C'est de fait flagrant. Donc, indépendamment de cette intuition, il faut aller la tester. Il faut aller la tester dans le fait de dire, oui, il y a tous ceux qui réparent des objets, et puis il y a ceux qui sont là pour certes réparer un objet qui s'appelle, je dirais un alibi, mais en fait il se joue une réparation un peu différente. Une réparation sur soi-même, une reconquête d'une image de soi, une
sentiment d'utilité retrouvée, une socialisation, etc., etc., etc. Donc c'est encore une fois des petites choses comme ça, mais qui nous permettent voilà, d'avoir des proof of concept plus denses et pas simplement dédiés à une certaine idée quantitative de la performance. Parce que les proof of concept aujourd'hui, c'est ça, c'est dédié à ça. Dans ce domaine-là, vous le savez peut-être, on a une thésarde qui travaille sur le sujet. Donc ça fait déjà un an et demi qu'elle est là-dessus. Et une des premières choses qui est assez frappante dans les travaux qu'elle fait, donc en Caroline Jobin, en étudiant différents projets qu'on peut avoir dans l'univers de la santé ou pas, c'est que finalement, j'allais dire, la chose principale qui naît de ces époques, c'est de la régulation collective. C'est-à-dire que finalement, on y va en se disant, on va améliorer le circuit des urgences parce qu'on voit que par la partie du design, on s'est aperçu qu'il y avait tel et tel problème dans le lien avec les aidants quand on passait telle porte et à tel moment. Mais finalement, ce qui se passe et qui a beaucoup plus de valeur, c'est cette régulation collective que ça amène de se mettre en route, voilà, de commencer à faire quelque chose ensemble et qui a vraiment des valeurs extrêmement importantes. Oui, ce qu'on pourrait appeler un sentiment capacitaire collectif, par exemple. Donc là, on en arrive à la façon dont on profile un petit peu les choses. On a fait un petit peu cette bascule sémantique entre le double diamant et le double Damasio qui nous semblait assez intéressante. Bon, le double diamant, pour ceux qui ne sont pas designers dans la salle, c'est la méthodologie très écrite du design thinking, qui est une méthodologie anglo-saxonne, avec des étapes extrêmement précises de fermeture, d'ouverture, de fermeture, d'ouverture, que vous trouvez très facilement beaucoup de choses sur Internet dessus. Et finalement, cette invention du double Damasio, c'est d'essayer de voir comment on va pouvoir reconfigurer une certaine modernité, comment on va pouvoir essayer de recréer ce climat dans lequel on va se sentir en capacité de création. Donc, dans ce double Damasio, il y a deux choses qui sont liées à ces deux auteurs qui nous intéressent. Il y a le Damasio qui est écrivain et qui fait de la SF, c'est le côté furtif, qui est le nom de son dernier roman. Et puis il y a le Damasio qui va travailler sur l'homéostasie, cet équilibre qu'on va rechercher, dont il étudie notamment l'équilibre dans les milieux naturels. On va un peu développer ça pour vous montrer vers quoi ça peut nous amener en termes de méthode notamment. Oui, et en l'occurrence, avec cet objectif de résistance, si vous voulez, de résistance quand même à la modernité qui est la nôtre aujourd'hui, celle qui a été posée par Bauman, la modernité liquide, de vie en miettes, que nous connaissons plus ou moins, mais quand nous ne la vivons pas dans notre propre chair, nous la voyons tout de même autour de nous. Une modernité tout de même encore de prédation qui produit du désengagement comme structure défensive pour résister. Et là, voilà, comment on retourne ça? Parce que nous ne sommes pas non plus des conservateurs, nous ne proposons pas un à rebours, nous ne croyons pas dans cet à rebours, donc il s'agit précisément de faire corps, mais un corps qui ne subit plus à l'intérieur de ce temps qui est le nôtre et qui s'appelle la modernité. Donc sur notre premier Damasio, il y a plusieurs choses qui nous ont intéressés. Alors d'une part, ce livre il se veut un roman monde, c'est-à-dire qu'il essaye de voir comment lui, à son niveau, il peut essayer de dépasser la structure du roman, mais aussi de façon esthétique, mais aussi en incluant une pratique musicale, mais aussi en travaillant sur des imaginaires dessinés, mais aussi en travaillant, on va le voir, avec une typographe, et qui est très près de ce qu'on disait sur cette société-là, la société panoptique du contrôle volontaire auquel nous avons tous cédé. Le vivant, c'est ce qui échappe. Le vivant, c'est ce qui échappe, c'est ce qui disparaît. Je cherche moins une expérience qu'une transformation d'énergie, qu'on en ressorte plus vivant tout simplement. Ça, bien sûr, c'est exactement là aussi sur ce type de parole qu'on a envie de s'appuyer. Et puis, quelque chose va se passer dans ce renouement avec le vivant. C'est un livre qu'on vous conseille pour, j'allais dire, plusieurs raisons. Bon, il y a quelque chose qui m'a assez frappé, alors là encore, regard de designer, c'est que c'est une fiction, mais c'est une fiction qui, dans une grosse partie de ce roman, est extrêmement réaliste.
C'est-à-dire qu'il y a notamment dans le lieu dans lequel se passe ce roman une hypothèse sur la privatisation des villes qui est hyper intéressante. Donc ces villes qui sont privatisées, LVMH privatise Paris, un grand groupe de communication, de télécommunications privatise la ville d'Orange. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, qu'est-ce qui est proposé? Ils sont proposés aux gens qui y vivent des forfaits. Et ces forfaits vous donnent des accès. Alors ces accès, c'est des accès géographiques. Si j'ai le forfait premium, j'ai le droit de passer dans la ville commerciale et commerçante le samedi à 15h. Et bien, si je n'ai pas ce forfait-là, je dois obligatoirement contourner la ville et je peux aller faire les magasins le dimanche à 5h du matin. Et puis, ces forfaits vont avec des niveaux de captation dans la ville qui sont exceptionnels. C'est-à-dire, on capte tout. Je vous incite à le lire, mais notre héros, disons, va essayer de trouver comment passer de façon furtive entre toutes ces captations pour éviter que dès qu'il va à la machine à café, on lui mette son nom sur le gobelet avec sa citation préférée, que dès qu'il marche sur une dalle qu'il n'avait pas vue, le magasin d'après lui propose le dernier design de la Nike qui est adapté au fait que son talon d'Achille est un peu fragile, etc., etc. Donc c'est il développe avec un petit groupe une notion de furtivité qui est très intéressante. Et après, il y a quelque chose qui est beaucoup plus imaginaire, qui est lié au vivant, qui du coup donne une perspective peut-être moins fiction-design, mais pour ça, je vous invite vraiment à mettre le nez dans ce roman. Oui, et donc ce qui est intéressant et ce qui nous a, indépendamment du fait de fonctionner classiquement comme des grands auteurs à la fois philosophiques et littéraires, en termes d'utopie, dystopie, hétérotopie, enfin bref, ça on connaît, mais là c'est tout de même, c'est la furtivité comme mode nouveau de liberté. Et ce qui va être intéressant là, et ce qui en tout cas nous va nous intéresser, c'est la furtivité comme mode de liberté et la furtivité aussi comme mode de déconstruction de la propriété. Donc il se joue là par la notion de furtivité, on attrape deux gros items qui ont structuré l'état de droit, à savoir la liberté et la propriété. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je vous ai mis une petite illustration, et puis pour citer aussi Esther Zak, qui est typographe et qui a travaillé avec Damasio sur ce roman-là, et qui a développé un certain nombre de choses typographiques qui permettent en fait à l'auteur de ne pas avoir à rappeler qui parle ou dans la tête de qui on est quand on voit qu'au début du paragraphe, il y a tel et tel petit signe typographique. Qui va être aussi jusqu'à développer un vocabulaire de signes qui est en constant mouvement. Donc Damasio reconnaît qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il souhaitait en termes de roman-monde, notamment sur cette partie esthétique, mais je trouve que la façon dont ils ont commencé à travailler par rapport à ça est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, alors pour continuer sur cette notion, le furtif, le Verstollen, parce que nous, on s'est dit, on va aller retourner au basique, la Aufklärung d'aujourd'hui. Donc, le Verstollen, qui est en gros un mode qui nous permet de passer sous les radars. On a d'une certaine façon donc hors société de contrôle, hors mesure, plutôt, alors pas dans l'idée non plus de se détacher de toute question de mesure. Nous sommes dans un monde voilà, mais l'enjeu c'est plutôt de tenter d'avoir des mesures un peu humaines, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui avec une évaluation strictement rationaliste, scientiste, quantificatrice, etc., etc. Donc c'est quoi ces mesures-là? Parce qu'il s'agit toujours quand même d'inventer, et c'est là où je trouve que le design est passionnant, c'est que le design invente des langages communs, ne lâche pas sur quand même cette exigence ou cette contrainte, je ne sais pas comment le dire, de négociation, de langage commun, de faire à plusieurs. Bon, faire à plusieurs, il faut quand même qu'on se comprenne. Bon. Donc parfois la mesure, etc. Et puis le furtif dans, ce qui passe sous les radars, mais ce qui a une capacité de faire apparaître demain quelque chose, qui est une phénoménologie en soi, mais en même temps le furtif parce que ça va se faire surgir un événement, mais on ne l'avait pas totalement anticipé.
Donc on remet cet inédit comme process de l'histoire, hein, c'est du kairos, ce qui est très important. Hein, vous savez à quel point le kairos est une manière pour l'homme de s'approprier le temps, c'est-à-dire de faire commencement. Donc voilà, disons le furtif comme manière de produire une réponse de stabilité qui est, paraît-il, sauf stable, et qui, encore une fois, nous permet aussi de résister à l'appropriation fixe. Voilà, là on est dans le commons, l'usage, ce qui éventuellement est possible, mais pas nécessairement la possession. Bon, et puis le furtif, c'est aussi peu d'externalités négatives, c'est quelque chose de léger sur les milieux vivants. Donc comment on peut, voilà, donc d'où cette idée de, bah tiens, c'est à la fois un mode existentiel et c'est un mode plastique. On est déjà il suffit de regarder quantité nous avons déjà des points de furtivité dans nos vies, serait-ce que, voilà, c'est notre fameux dessin là. Mais l'enjeu, c'est que ces furtivités ne produisent pas un sentiment de fuite, ne produisent pas un sentiment d'émiettement et de fragmentation, mais produisent quand même un sentiment d'homéostasie et de stabilité. C'est ça le retournement. Donc, vita furtiva, comment pour que ça vienne précisément construire du sujet et du monde. On a aujourd'hui plutôt des exemples en design qui sont un peu à rebours de ça, c'est-à-dire que on va produire et créer de la furtivité, mais plutôt en mode de résistance. Je vous ai mis deux exemples. Donc pour échapper au radar, il y a un travail qui a été fait par des designers et des graphistes qui est un guide pour survivre aux drones. Hein. Donc c'est à la fois un poster qui permet de les reconnaître, et puis il y a avec tout un tas de méthodes pour arriver à leur échapper. Ou Bakounov, qui est un chercheur russe, qui va travailler, il y a des vidéos très, très intéressantes et très bien faites sur Internet que vous pouvez trouver, donc c'est à l'origine quelqu'un qui est spécialisé en intelligence artificielle et qui va travailler sur des modes d'habillement, de coiffure, de maquillage qui permettraient de passer sous les radars de tous les capteurs dont on parlait tout à l'heure. Bon, ce qui est un point très très important, hein, la question demain de la reconnaissance faciale. Hein, là encore, on a tous les jours des exemples avec Hong Kong, avec les parapluies. Donc, on voit comment des objets qui, bien évidemment, sont tous sauf des armes, mais en fait sont des armes citoyennes. Sont des armes citoyennes et nous permettent de protéger tout simplement notre citoyenneté, notre liberté demain de produire de l'événement. Et de l'événement qui est inattendu. Donc là, quand on a dit, voilà, le double Damasio, donc il y avait Alain, et maintenant il y a Antonio, donc qu'on connaît également bien, et voilà, c'est celui, théoricien, effectivement, des émotions cognitives, hein, du fait qu'on ne sépare pas les émotions de la cognition, du fait que les émotions sont tout simplement ce qui nous permet de prendre des décisions. Hein. Il y a un livre tout à fait intéressant de Nussbaum qui s'appelle « Les émotions démocratiques » et où Nussbaum, Martha, s'interroge sur, voilà, est-ce que, tiens, il y a des émotions qui vont produire un certain type de volonté de prendre soin de la citoyenneté, de l'état de droit, etc. Donc ce sont des choses qui tout d'un coup, quelle est cette émotion qui produit de la rationalité publique, hein. Et Dieu sait si, et on voit très bien on voit très bien comment une production de forme nous emmène vers un certain type d'émotion qui nous emmène vers un certain type de rationalité publique. C'est pas la même chose de se retrouver au stade et puis dans un parlement ou à l'amphi Abbé Grégoire comme aujourd'hui. Donc c'est pas que ça, bien sûr, mais il se joue voilà des enseignements un peu importants pour nous dans cette idée du double Damasio. Donc j'ai parlé des émotions cognitives et donc notre travail à nous, ça va être de dire tiens,
quelle production de forme, voilà, question typique du design, quelle production de forme pour quel impact de manière au niveau des émotions. Ces émotions sont cognitives, donc elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles produisent en termes de décision, et notamment de décision du sujet. Qu'est-ce que ça produit en termes de transformation furtive du monde et éventuellement de transformation furtive de soi-même, d'homéostasie. Et puis j'ai repris un terme qui est cher à Paul Audy, philosophe et par ailleurs ami cher, une esthétique, puisque là aussi il y a eu quantité d'auteurs qui ont travaillé sur cette esthétique, cette expérience esthétique et cette expérience éthique qui se joue bien évidemment dans ce type de proposition. Voilà, donc pour conclure, voilà, c'est la proposition sur laquelle nous allons travailler et qui va organiser un peu tous les grands cours de ce séminaire, c'est-à-dire ce concept de Verstollen que nous avons un peu surtraduit par ce qui ne peut être volé, ce qui ne peut nous être volé. Bien évidemment, le furtif, c'est ce qui se dérobe, mais comme nous l'avons lié à la fois à la liberté et à la question de la propriété, c'est aussi à partir du moment où nous nous dérobons, on ne peut pas non plus nous prendre, on ne peut pas nous voler aussi ce que nous accueillons comme simplement du furtif. Donc c'est quelque chose, voilà, qui est un avoir intéressant et un avoir qui fait lien avec l'être de manière assez conséquente. Et puis, encore une fois, un double Damasio qui a des impacts sur la production de formes, la décision et l'action. Donc nous ne sommes pas dans une idée de simplement produire des formes, nous produisons des formes pour impacter des émotions cognitives, pour impacter de la décision et pour agir. Donc nous produisons des formes agissantes, en tout cas qui mettent le sujet dans un agency et dans un sentiment capacitaire. Et donc, Vita Furtiva, demain, à la fois pour produire tout de même de la résistance, nous l'avons vu en vous proposant des petits éléments déjà de cette Vita Furtiva contre la société de surveillance, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, en tout cas, nous, voilà, c'est le pas de plus, c'est certes essentielle cette résistance, mais tout de même, Vita Furtiva et résilience, c'est-à-dire production d'une stabilité, d'une autre manière de faire institution, et ce que nous fabriquons aussi à la commanderie hospitalière de La Vaufranche. Quand vous verrez la tête de la commanderie de La Vaufranche, c'est du furtif assez massif, hein. Je veux dire, donc on a une vision très plastique du furtif, mais c'est de fait aussi cela. Voilà, je vous remercie, et puis maintenant c'est le moment des questions. Je ne sais pas du tout quelle heure est-il, mais on a un petit quart d'heure pour les questions.